Tu as parlé de capital humain et que tout le monde était millionnaire, en tout cas quand il démarrait sa carrière. C'est un concept dont on n'a pas trop l'habitude de parler. Ça veut dire quoi en fait concrètement? Dans les finances, tu as deux approches principalement. Soit tu vois ta vie financière comme en fait une phase d'accumulation où tu engranges de la thune, et une phase de décumulation où tu la consommes. Pendant ta phase d'accumulation, tu as déterminé, en fait, tu prends le niveau de risque maximal que celui que tu es capable d'accepter, D'accord. tu accumules, et puis au jour de la retraite, on voit combien d'argent tu as, et on définit le montant que tu peux te mettre à retirer et à consommer tous les ans. D'accord. Donc Ok. tu consommes ton patrimoine petit à petit pour vivre jusqu'à la fin de Voilà, ta vie. donc il y a ce qui est le plus symptomatique de cette approche-là, ça s'appelle la règle des 4%, donc Ok. qui en fait souvent quand tu l'optimises, tu aperçois que c'est moins de 4%, mais c'est l'idée, c'est tous les ans, au début de ta retraite, mettons, tu as 500 000 euros de capital financier, tu vas en utiliser 4%, donc 20 000 euros, tu peux consommer 20 000 euros, mais tous les ans, en fait, tu corriges ce montant de l'inflation. Donc si tu as eu 10% d'inflation, tu pourrais dépenser 22 000 euros l'année Ok. d'après. Ok. Et ça, l'idée, c'est que avec cette approche-là, le risque que ton portefeuille tombe à zéro avant que tu meurs est relativement faible. Ok. Ok, surtout si tu prends des pourcentages un peu inférieurs. Donc ça, c'est sympa, mais en fait, c'est pas le summum de la théorie financière. La théorie financière, elle est plutôt sur une logique de life cycle investing. Donc Qu'est-ce que c'est ça veut dire? l'investissement selon le cycle de vie. Et en fait, la grosse idée sous-jacente, c'est de considérer que à l'instant présent, il faut tenir compte de tes revenus futurs pour prendre tes décisions d'investissement. C'est un truc que les entreprises font très classique. Ça s'appelle l'actualisation, le taux d'escompte. C'est-à-dire que tu vas regarder tes entrées de cash dans le futur et essayer de calculer leur valeur présente. Ok. Ok. Donc typiquement, c'est la logique un peu un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est-à-dire que si l'an prochain, je vais gagner une certaine somme, mettons que je gagne 1000 euros l'an prochain, Mhm. actuellement, elle n'a pas le même impact que si j'avais 1000 euros. Ça vaut pas zéro, parce que c'est quand même de l'argent qui va tomber, mais ça vaut pas encore 1000 euros. Ça va peut-être valoir 900 euros, tu vois. Ça vaut pas 1000 euros de maintenant quoi. Ça vaut pas le 1000 euros de maintenant, parce que je peux pas les utiliser encore maintenant. Mais par contre, je peux quand même tenir compte du fait que je vais les toucher pour prendre des décisions. Ok. Et tu fais ça à l'échelle de toute ta vie professionnelle, et tu t'aperçois qu'en fait, tu as une somme d'argent latente sur laquelle tu peux compter, parce que tu vas aller gratter au taf pendant les décennies qui viennent. Tu vas aller gagner cet argent-là. Et tu peux tenir compte de cet argent pour prendre des décisions d'investissement. Ok. Prenons un exemple. Si je suis prof des écoles, ok, je sais que ma carrière, je peux déjà savoir quels vont être mes revenus futurs. Je regarde les grilles salariales, je corrige ça un peu de l'inflation et je peux estimer mes revenus futurs jusqu'à ma retraite, y compris pendant ma retraite aussi. Et à partir de ça, donc j'applique des formules de calcul, d'actualisation, des formules de compta, et je vais voir que je vais avoir un capital humain, donc c'est-à-dire la somme, la valeur future de ce que je vais gagner, qui est très peu risqué, parce que je suis fonctionnaire, si tu veux, donc le risque que je sois mis à la porte, il est très faible, le risque que mes revenus varient beaucoup, il est très faible, en tout cas beaucoup plus faible que si j'étais, par exemple, athlète de haut niveau, où là, clairement, je me tords la cheville et puis ma carrière s'arrête. C'est clair. Ouais. Là, le risque est beaucoup plus faible. Et donc, je sais que j'ai une grosse masse d'argent qui est quasiment comme une obligation. C'est comme si j'avais un investissement obligataire qui va tomber tous les ans. C'est l'État qui va me payer, quoi. J'ai juste à travailler pour le débloquer en fait. Voilà, tu as juste à travailler pour le débloquer. La probabilité que tu arrives à le faire, elle est hyper élevée. Mm. Donc, sachant que j'ai une grosse partie de mon patrimoine qui est un peu théorique, c'est un peu virtuel, mais en tout cas qu'elle est assez safe, et ben dans ce cas, je vais pouvoir prendre plus de risques que si j'étais un athlète de haut niveau ou un joueur de poker, qui lui va avoir des revenus peut-être potentiellement beaucoup plus grands que les miens, mais beaucoup plus incertains. Et donc, l'athlète qui a un capital humain très aléatoire, presque comme si c'était des actions ou des crypto-monnaies, tu vois, va avoir tendance, en tout cas, il serait plus rationnel pour cette personne-là d'investir dans des actifs peu risqués Pour équilibrer. pour équilibrer son risque tout au long de sa vie. Comme un entrepreneur aussi a intérêt, vu Exactement. qu'il détient son capital humain du coup est assez incertain, on ne sait pas combien il va gagner, Ouais. il a tout intérêt à prendre moins de risques potentiellement. Ça, tu pourrais imaginer que l'entreprise d'un entrepreneur, au début, c'est un peu comme ce qu'on appelle une entreprise small cap growth, c'est-à-dire une entreprise qui va être extrêmement risquée, extrêmement volatile. Sa valeur peut fluctuer à la hausse ou à la baisse d'une manière colossale. Donc, c'est-à-dire que l'essentiel de son patrimoine est dominé par quelque chose d'extrêmement incertain. Et là, tu as plutôt envie que l'argent que tu mets de côté en tant qu'entrepreneur, c'est de le placer sur des choses assez safe. Ok. Et donc ça, c'est une théorie qui est différente, disons, de ce que tu as présenté au début d'accumulation puis de consommation. Et c'est une théorie qui va te pousser à prendre potentiellement plus de risques ou ça dépend? C'est une théorie qui va te faire pousser à faire varier ton risque tout au long de ton existence, en prenant, en gros, schématiquement, plus de risques quand tu es jeune et moins de risques quand tu es vieux. Ce qui est un truc classique en finance, c'est souvent
on t'en parle jamais, mais dans ce qu'on appelle les target date funds, c'est-à-dire les fonds à profil, les fonds profilés, dont le risque va baisser. En fait, c'est un peu cette théorie-là sous-jacente. Donc ça, il y a quand même une gestion par les professionnels qui utilise déjà ce concept-là. Ouais, mais c'est pas le truc le plus dominant. Ok. Et donc tu le vois beaucoup dans les fonds de pension, des choses comme ça, d'investisseurs institutionnels. Mais généralement pour les particuliers. Mais c'est vrai que chez les influenceurs, dans la presse pour les particuliers, j'en ai quasiment jamais entendu parler du life cycle investing. Non, c'est vrai que c'est pas très glamour. Derrière les maths sous-jacentes, c'est l'intuition mathématique sous-jacente. Donc il y en a deux. Il y avait celle qui dit que en fonction de ton capital humain, plus il est gros et plus il est safe, plus tu peux te permettre de prendre de risques avec ton argent liquide. Et la deuxième intuition, c'est que l'argent a de moins en moins d'impact. Plus tu as d'argent, moins il t'apportera de bonheur. C'est simple, hein, si tu gagnes 1 million d'euros par an, gagner 1 million d'euros 100 000, ça ne va pas te changer radicalement ton style de vie. Si tu gagnes 10 000 euros, gagner 11 000 euros, par contre, là, ça va avoir un impact significatif sur ton niveau de vie parce que d'un seul coup, tu vas pouvoir, par exemple, payer tes factures d'électricité, quoi. Donc, ça fait une sacrée différence. Et donc ça, ce qu'on appelle, derrière l'idée sous-jacente, c'est l'utilité, c'est-à-dire une façon mathématique de mesurer ce lien un peu intangible entre l'argent et le bonheur. Et qui dit que plus tu as d'argent, plus le gain d'utilité est faible. Et donc, quand tu mélanges ces deux notions-là et que tu dis « je vais essayer de maximiser le bien-être lié à l'argent des personnes tout au long de leur vie », et que tu as cette approche de capital humain, en fait, tu arrives assez naturellement vers des allocations qui varient en fonction du temps, qui font définir le niveau de risque qui va te donner un maximum de chances d'avoir une utilité élevée de ton argent dans ta vie. C'est-à-dire, ok, tu vas peut-être avoir moins de chances de gagner énormément d'argent, mais tu vas avoir beaucoup plus de chances de ne pas encaisser des pertes trop douloureuses, tout en gardant suffisamment de risques pour que ça améliore ton niveau de vie au global à l'échelle de toute ta vie. Ok, très clair. Donc en fait, ce que tu présentes, c'est une évolution au cours de ta vie de ton allocation, donc de comment tu places ton argent. Et en permanence, tu prends en compte ces paramètres-là et il y a une évolution qui est assez fréquente finalement. Oui, tous les ans, en fait. Tous les ans, chaque année qui passe, ta carrière elle se raccourcit d'un an, ton espérance de vie elle se raccourcit d'un an, ton capital humain baisse. Tu as eu une année de plus sur d'évolution de ton capital financier. Donc, si tu as lancé le dé sur est-ce que les actions ont performé, est-ce que les obligations ont performé. Et donc, tu as des nouveaux paramètres. Donc, tous les ans, en fait, tu recalcules le problème. C'est futur toi dans un an. Qu'est-ce qui s'est passé entre maintenant et le futur qui fait que tu dois ajuster ta stratégie. Généralement, ce n'est pas des changements radicaux. Hein. C'est que tu vas ajuster ton allocation graduellement avec le temps. Et donc, toi, ce que tu recommandes, c'est de faire ce travail-là environ une fois par an. C'est une bonne fréquence une fois par an? Ouais, une fois par an, même un peu moins fréquemment. Mais tu pourrais aussi le faire en continu. Si tu as par exemple des revenus très erratiques, si tu as un métier avec des primes ou alors tu es un entrepreneur, par exemple tu es un artisan, tu travailles dans le bâtiment et tout ça, certains mois tu vas faire plusieurs chantiers, d'autres mois c'est un peu plus ceinture, etc. Donc tu peux décider d'actualiser ta logique d'investissement graduellement. Et de toute façon, tous les mois, tu vas avoir de l'argent à épargner. Même si tu es salarié avec des revenus stables, en fait, tu vas avoir de l'argent à épargner, il faut décider où est-ce que tu le mets, tu vois. Si les actions ont beaucoup augmenté le mois précédent, tu vas plutôt avoir tendance à le placer sur des obligations ou des trucs avec un moindre risque. D'accord. Et inversement. Donc, en fait, tous les mois, tu as besoin en fait, de passer faire un peu le tour des popotes pour réallouer ça. Ok. Ce que va dire que tu vas faire des décisions d'investissement tous les mois, mais c'est juste que tu déroules la stratégie, tu l'appliques de façon assez mécanique. Et tu as parlé d'utilité, est-ce que tu peux imaginer un peu comment ça fonctionne cette courbe d'utilité? Parce que ça, c'est un peu l'évolution du bonheur en fonction de l'argent, et que comme tu disais, ça progresse de moins en moins vite plus on a d'argent. Ouais. Est-ce qu'on peut l'imaginer, donner un exemple peut-être à ceux qui nous écoutent? Alors pour les matheux, c'est alors on appelle ça les fonctions isolastiques d'utilité. Ouais, c'est moche. Hein. C'est un logarithme. Oui, c'est un logarithme. C'est l'inverse de l'exponentielle. Donc en fait. Gros, c'est très pentu au début. C'est très pentu au début et après ça devient de plus en plus plat. Et c'est assez plat, ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, c'est celles que tu utilises en finance. C'est des fonctions qui sont un peu des variantes du logarithme qui sont paramétrables. Et le seul paramètre que tu as, c'est l'aversion au risque. En fait, si ton aversion au risque elle est très faible, donc tu vas avoir un logarithme. Si tu as une aversion au risque qui est plus forte, tu vas avoir un truc qui va être plus prononcé, plus plat. Ok. Donc, en gros, et qui va faire que quand tu passes en dessous, quand tu as des pertes, elle va être de plus en plus pentue. Donc ton utilité va baisser beaucoup plus fort sur les pertes. Les pertes vont te faire beaucoup plus mal que les gains. Si j'imagine, parce qu'on a une caméra ici, ouais. Concrètement, quand on a une faible aversion au risque, la pente continue de monter, mais de plus en plus lentement. Et quand on a une très forte aversion au risque, on a une grosse pente au début, après c'est très plat rapidement. Exactement, c'est ça. Ok.
En fait, ça retrace le fait que dans la vie, tu peux faire différents compromis. C'est te dire, est-ce que je suis prêt d'accepter de perdre beaucoup d'argent, ce qui va m'entraîner en fait à faire des sacrifices dans mon qualité de vie dans le futur. Ouais. Mais la contrepartie, c'est que j'augmente radicalement mes chances de faire beaucoup d'argent et donc d'augmenter radicalement mon niveau de vie. Ou alors, est-ce que je préfère avoir des fortes probabilités de me serrer un peu la ceinture, mais quasiment aucune chance de devoir beaucoup me serrer la ceinture. C'est vraiment ces deux approches. Voilà, ces deux approches, c'est complètement rationnel. C'est cool. C'est pas un. Il n'y a pas de jugement. C'est pas un jugement. Ouais. Exactement. C'est ta façon de voir la vie. Est-ce que tu préfères. C'est quand même assez étonnant d'un point de vue extérieur, parce que au final, tu es un peu en train d'expliquer que tu modélises le bonheur, donc l'utilité et le bonheur, c'est assez proche, des gens, fonction d'une somme d'argent, donc avec deux paramètres, deux variables. Alors, ce c'est que assez tu spécial. mesures, en pratique, c'est que tu mesures pas leur bonheur, tu mesures la contribution de l'argent à leur bonheur. Après, les gros déterminants du bonheur, ça va pas être que l'argent, c'est est-ce que tu as des copains, est-ce que tu as de la famille, est-ce que tu t'accomplis dans ce que tu fais au jour le jour. Ça, on peut pas le changer. Modestement, on n'a pas la prétention de t'aider à transformer ta vie, c'est toi qui reste le pire. Tu extrais que le financier. Voilà, on extrait juste le financier pour diminuer les risques que le financier te rajoute une couche d'emmerde sur tous les défis que la vie te réserve déjà. Et l'idée, c'est que l'argent soit à ton service, au service de ta vie, et que tu ne le subisses pas, et que tu aies du coup plus de sérénité et plus d'utilité, et donc de plaisir aussi dans la vie. L'argent est un excellent serviteur, mais un bien mauvais maître. Je crois que c'est Alexandre Dumas qui disait ça. Eh bien, magnifique citation. Cool. Merci beaucoup. De rien. Merci Nicolas.